La Coupe du Monde des clubs commence du 14 juin et commence le 14 juin et se terminera le 13 juillet prochain. C'est à suivre en intégralité sur Ni World Sport, votre chaîne qui vous place parmi les privilégiés à pouvoir vivre cette compétition. Et nous évoquons dans cette émission les favoris, les enjeux autour de cette grande compétition. Un premier format à 32 équipes, 8 groupes de 4 clubs chacun. Et le premier match, c'est une équipe africaine face à l'Inter Miami de Lionel Messi, Al Ahly Inter Miami. C'est dans la nuit du 14 au 15 à partir de minuit. C'est le premier match, le premier choc. Et on s'interroge sur les favoris. Est-ce que vous placez, vous, Dodo, l'Inter Miami parce qu'il n'y a pas que Lionel Messi, mais il y a Sergio Busquets, il y a Jordi Alba, Luis Suarez. C'est vrai qu'ils ne sont pas des indiscutables dans leur championnat local, la meilleure soccer league. Mais ça reste l'Inter Miami. Mais si tu me posais cette question il y a de cela 2 ans, je t'aurais répondu clairement que je peux mettre l'Inter Miami dans les favoris. Mais aujourd'hui, avec ces joueurs vieillissants, c'est une compétition qui sera encore rude. Hein. Ouais. Ne nous leurrons pas, parce que déjà quand tu vois cette équipe du Paris Saint-Germain, par exemple, je mets une confrontation Paris Saint-Germain Inter Miami, ça sera la cata. Ah bon? Ça sera la cata pour l'Inter Miami parce que ce sont quand tu vois l'intensité qu'a mis le Paris Saint-Germain dans la compétition passée de la Champions League pour la remporter, et quand tu les mets en confrontation avec Al Ahly, avec l'Inter Miami avec ses joueurs Messi, Suarez, même si le talent, il y a toujours le talent, mais n'oublions pas qu'il y a l'âge. Mais quand on voit Cristiano Ronaldo, il n'arrive plus à faire les déplacements qu'il faisait avant, même s'il est présent pour marquer des buts. Donc je pense que c'est une compétition qu'il ne faut pas négliger en matière d'intensité. Il y aura beaucoup d'intensité. Et quand tu entends certains entraîneurs comme Guardiola, comme Luis Enrique parler de cette compétition, Xavi Alonso qui met son cœur parce que c'est sa première, ça ne sera pas facile. Donc moi, en favori, je mets déjà le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe champion d'Europe en titre. Voilà, champion d'Europe en titre, qui a ces joueurs qui ont gagné aussi la Ligue des Nations, les Vitinha, les João Menez et tout. Donc ils sont toujours c'est comme s'ils sont toujours en compétition, ils sont toujours compétitifs. Donc ils sont frais. Mais quand comme je l'ai dit, je mets le Paris Saint-Germain en favori et je mets Manchester City aussi en deuxième en Europe, selon moi. Mais pas pour le Real, je vois pas le Real aller jusqu'en finale quand même. Parce que je me dis que le Real, c'est un renouvellement d'effectifs et c'est une compétition qui va leur servir de... Quand Florentino Pérez... de renouvellement d'effectifs... Bon, il y a que quoi? Déjà, il y a un nouveau système aussi. Il a dit qu'il viendra jouer. Bon, il va pas venir jouer dans son système de 3-5-2 ou 3-4-3. Okay. Il viendra jouer en 4 défenseurs derrière, parce qu'il a vu l'intensité que met les équipes comme le Paris Saint-Germain. Nous avons vu ça en finale. L'Inter a persisté dans ce système. L'Inter a pris 5. Donc, je pense que Xavi Alonso a bien... Il a bien réfléchi, il suit bien les équipes, donc je pense qu'il viendra. Pour moi, lui fixer un objectif de gagner cette compétition, je pense que c'est trop lui demander. C'est osé. Osé. Après tout, c'est une équipe qui va reconnaître. Qui va rencontrer... Heureusement qu'il était de la maison quand même. Il était de la maison, il a été un grand joueur là-bas. Donc je pense que ça ne sera pas trop difficile pour lui parce qu'il connaît bien ce vestiaire. Alors au-delà de l'Europe maintenant, au-delà de l'Europe, moi je mets Boca Juniors. Okay. Plutôt que River Plate, je mets Boca Junior aussi. Je mets Al Ahly Saoudi de Franck Kessié, parce que quand tu vois l'effectif, c'est une très bonne équipe. Ouais. C'est une très bonne équipe et je vais pas léser les Africains. Je mets l'Espérance Tunis de notre confrère Roger Harolou qui est forfait pour cette compétition. Ouais. Donc je mets l'Espérance de Tunis aussi dans les 5, comme tu l'as demandé, dans les 5 que je vois finir dans le top 5 que je vois finir. Alors, quand vous prenez par exemple la Ligue des Champions de la CAF, il y a plutôt Al Ahly qui a également fait une grande compétition, mais le tournoi
ils n'ont pas remporté le tournoi, mais c'est la meilleure équipe de l'histoire de l'Afrique, j'allais dire, et qui est aussi en compétition. Alors, est-ce que vous pensez que les équipes africaines ont une chance de pouvoir faire long feu? Il y a Mamelodi Sundowns qui a été finaliste malheureux quand même, l'équipe sud-africaine. Et ce n'était que la deuxième fois qu'ils atteignent la finale, parce qu'ils l'avaient déjà remporté en 2016, mais ils ont perdu malheureusement. Oui, mais Helmut, c'est le ballon, il est rond. Ce sont des joueurs professionnels, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie. Les professionnels d'Europe, ils ont deux jambes, ils ont une tête. Oui, mais le problème, c'est que même dans l'ancien format, ils arrivaient difficilement à pouvoir dépasser, à atteindre la finale. Bon, oui, après, si on s'en tient à l'historique, comme tu le dis, c'est vrai que voilà, faudrait pas qu'on se voie la face, mais moi je vais rester optimiste et me dire que les clubs africains ont leur mot à dire. Voilà, et j'espère qu'ils ne vont pas aussi nous décevoir. Moi, je leur souhaite beaucoup de chance. Nelmo, tu as dit l'ancien format. Quand nous en tenons l'ancien format, c'est des confrontations directes. Tu vois un peu. Bon. Par exemple, le Real Madrid rencontre l'Al-Ahly. C'est facile. Mais là, on joue des matchs de poule. De poule. Donc, je pense que le format peut avantager certaines équipes qui nous feront des surprises, selon moi. Et donc il y a 4 équipes. Il y a l'Espérance sportive de Tunis. Il y a le Raja Casablanca, l'Athletic Club, qui est également un club de Casablanca, 2 clubs marocains donc. Et il y a Mamelodi Sundowns, le club sud-africain. Donc ça fait Al-Ahly, Égypte. 2 clubs marocains. 2 clubs marocains. Alors, non, un club marocain. Le Wydad de Casablanca, l'Espérance de Tunis, Al-Ahly. Oui, pas le Raja. Le Wydad Casablanca, l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis, Al-Ahly d'Égypte et Mamelodi Sundowns. Alors, déjà, Mamelodi, ils ont été finalistes malheureux face à Pyramids, parce que c'est un club égyptien qui a remporté la Ligue des Champions. C'est à la déception, bien sûr. Quand on voit cette équipe de Mamelodi aussi, c'est un peu la sélection sud-africaine de Bafana Bafana. Voilà. On se dit on pourra se racheter dans cette compétition, faire un bon parcours. Moi, ce que j'aime sur cette équipe de Mamelodi, c'est comme tu l'as dit, c'est presque l'équipe de l'Afrique du Sud, quoi, l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Et ils ont toujours gardé les meilleurs joueurs, les Mokoena, le gardien, tout ça là, même s'il y a des velléités des Européens de les contrater, mais jouer en Afrique du Sud, c'est même tu gagnes plus que jouer en Europe même. Hein. Ne nous voilons pas la face, pour gagner des millions d'euros. Du Sud aussi. Pardon? Ils ont même des joueurs qui viennent de l'Amérique du Sud. Oui, donc voilà, il y a des grosses cagnottes là-bas. Si déjà cette équipe arrive à inviter le FC Barcelone pour venir jouer ici, donc vous voyez un peu comment on dit, la cagnotte qu'il peut y avoir là-bas. Donc je pense, moi, j'aime voir cette équipe jouer. Quand nous avons vu la CAN, comment a évolué cette équipe de l'Afrique du Sud qui nous a impressionnés, c'est de la même manière que joue Mamelodi. Quand tu joues comme Mamelodi, il faut s'attendre à un match très très difficile jusqu'à la fin. Donc quand on a vu la finale contre Pyramide, c'est vraiment de Blati Touré, notre confrère. Donc ils se sont vraiment donnés pour remporter cette coupe. Donc moi je les vois dans ce nouveau format quand même faire quelque chose, parce que c'est des poules, donc les 2 premiers se qualifient, donc ça donne beaucoup de chance à tout le monde. Oui. Alors, quelle poule vous semble relever? Vous avez par exemple, je commence par le premier groupe, le groupe A, il y a Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras et Porto. Le groupe B, Atlético Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain, PSG, Botafogo. puis Seattle Sound, Auckland City, Bayern, Benfica, Boca Juniors, Chelsea, Espérance Tunis, Flamengo, Club Léon. Vous avez aussi Inter, Monterrey, River Plate, Urawa Reds, Dortmund, Fluminense, Sundowns, Ulsan, Al Ain, Juventus Man City, Wydad, Al Hilal, Pachuca, Real Madrid, Salzbourg.
On a plus l'impression que tous les clubs sont équilibrés. Non, moi je pense que le groupe de Paris Saint-Germain est plus difficile. Parce que quand j'avais suivi la conférence de presse de Luis Enrique, il demandait c'est quelle équipe qui est la meilleure au Brésil. On lui disait Botafogo. Et puis il dit on va les rencontrer. Et bizarrement, le tirage est sorti. Ils sont dans la même poule. Donc quand tu vois l'Atlético de Madrid qu'on connaît de Cholo Simeone contre le Paris Saint-Germain, tu vois Botafogo, ces 3 clubs, je pense que cette poule est vraiment relevée pour moi parce que dans les 3 clubs, il faudra seulement 2 qui se qualifient. Donc, il y aura un grand club qui va rester, qui va partir à la maison. Donc, je pense que pour moi, cette poule est plus relevée par rapport aux autres poules qui est un peu équilibrée, qui donne la chance aux Africains pour moi. Oui, mais Helmut, je pense, si je t'ai bien entendu, tu as dit City et Bayern dans la même poule? Non, Bayern et Benfica sont dans la même poule. Oui, la poule de Boca Junior. Non, enfin, oui, Boca Junior, il y a Bayern, Benfica et puis Boca Junior. C'est aussi, effectivement. Mais Benfica, Boca Junior, Bayern s'est relevé? Non, quand même. Pas ce Benfica quand même. Pas ce Benfica qu'on a vu cette équipe de Barcelone laminer quand même. Bon, il y en a aussi qui donnerait aussi le club du Wydad Casablanca parce qu'il y a Man City, il y a la Juventus. Et puis vous avez Al Ain de Fodolaba. La Juventus aussi qui n'a pas fait une bonne saison, qui est presque en reconstruction avec un nouvel entraîneur et tout. Donc je pense que là-bas, c'est un peu déséquilibré. C'est pourquoi je dis ça, les autres poules donnent la chance aux Africains. Quand ils sont sérieux, je pense qu'ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier parce qu'il y a plein d'équipes qui sont en reconstruction. Donc ça donne un peu la chance aux équipes qui sont déjà en place, comme les équipes africaines. Donc ils n'ont pas fait trop de recrutement. Ils viennent encore, ils ont terminé les coupes, ça fait pas longtemps. Donc ils viennent encore avec la même équipe. Donc je pense que ça donne la chance aux équipes africaines de se qualifier quand même. Au moins on veut voir 2 à 3 clubs se qualifier pour les 8e de finale. Alors en ce moment, normalement, c'est les fins de saison. Et il y a la Coupe du Monde des clubs qui vient donc, on peut dire, chambouler les choses, briser donc la routine habituelle. Et c'est le moment que FIFPro a choisi, vous savez, le syndicat des footballeurs qui essaie de défendre les droits des footballeurs à travers le monde, a choisi pour pouvoir publier sa liste de joueurs ayant disputé le plus de matchs. Et il y a Pedri et Pau Cubarsí, 2 joueurs du FC Barcelone qui ont le plus disputé de matchs. Il y a Pedri qui a disputé 67 matchs au cours de la saison écoulée, depuis le début, c'est-à-dire saison 2024-2025, jusqu'au 1er juin dernier. Donc voilà, ça fait 67 matchs en tout. Le milieu de terrain de 22 ans a réussi de disputer 2 matchs avec l'Espagne. Donc tout ça est inclus. Et puis, cela porte son total donc, à 67. Alors, soit un match de plus que son coéquipier, Cubarsí. Donc, Cubarsí est donc à 66. Et c'est pas là la meilleure. La meilleure, c'est que Federico Valverde, le joueur du Real Madrid, en est à 65. Et il y a Luka Modric aussi qui en est à 64. Et ces 2 joueurs sont avec le Real Madrid. Le duo est aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs et pourrait donc il pourrait encore disputer au moins 7 matchs, ce qui veut dire qu'il pourrait se retrouver à plus de 70 matchs par saison. Et la FIFPro tire la sonnette d'alarme sur la santé des joueurs. Aujourd'hui, permettez-moi d'utiliser cette expression, nous retrouvons dans une orgie de compétition. Je pense que l'année qui vient, il y a la Coupe du Monde. Ça risque d'être encore pire. Ça risque encore d'être pire. Je pense qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Il y a la Ligue des Nations. Bon, si vous prenez par exemple une équipe de l'élite, je dirais par exemple Manchester City, le championnat il est rude. Il y a la FA Cup, il y a la League Cup, il y a la Ligue des Champions. Bon, après les joueurs vont aller dans leur équipe respective. Ils vont revenir encore jouer la Coupe du Monde des clubs, retourner jouer le mondial. Ça fait beaucoup de matchs. Maintenant, de l'autre côté, moi j'ai une question. Si Al Nassr était qualifié, est-ce que Ronaldo refuserait de jouer cette Coupe du Monde des clubs? Non, bon. On a assoiffé de titres, il ne refuserait donc, jamais. De l'autre côté aussi, il y a des compétiteurs. Il y a des
il y a de ces joueurs qui sont friands de Il y a match. ces joueurs qui veulent toujours augmenter leurs stats. La preuve, Koubarsi et Pedri, ils ne se plaignent pas. Voilà, ils ne se plaignent pas. Donc, voici un peu dans quoi on se retrouve. Il y a certains qui disent non, nous jouons beaucoup de matchs, on veut passer du temps avec notre famille. J'ai regardé souvent quelques documentaires, je pense que c'était de Jorginho, c'est-à-dire il est entraînement, match, il passe peu de temps avec ses enfants. Donc, certains joueurs s'en plaignent, surtout à cause de leur famille. Mais de l'autre côté, il y a des compétiteurs qui ne branchent pas. Ils peuvent jouer même, je sais pas... 365 jours, 365 jours. Et puis voilà, le moment que leur stat augmente, ils sont tranquilles. Donc, Alors, la FIFPro estime que la situation devient incontrôlable et que si on ne freine pas, parce qu'ils ont un hashtag #des-limites pour essayer de freiner non seulement la FIFA, mais également l'UEFA et toutes les confédérations, hein, pour pouvoir donner une limite à cela, parce qu'ils se disent que on se tend vers une situation incontrôlable où les matchs pourraient à ne jamais finir. Mais est-ce que, dit-on souvent que l'argent est le nerf de la guerre? Mais s'il n'y a pas l'argent, est-ce que leur confédération pourra exister? Bon. Voilà, donc c'est une bataille qui ne sera pas facile pour eux, parce que c'est face aux grands cadors qui s'y mettent. Mais quand tu t'opposes contre Florentino Pérez, ça serait très difficile, parce que c'est un grand banquier autre qui sait que c'est l'argent qui fait tout. Mais je pense qu'avec tout ça, je l'ai dit, le staff médical aussi de chaque équipe fait en sorte. Et puis c'est pourquoi on dit qu'il faut faire une rotation, que les clubs doivent avoir au moins 30 joueurs. Cette saison, Manchester City n'a pas marqué à cause de quoi? De la profondeur de banc. Quand vous voyez l'effectif, la profondeur de banc de Manchester City, quand il y avait plus Rodri, c'était, comme on dit, le Croate Kovacic seulement qui avait. Et même quand Haaland était blessé. Oui, Haaland était blessé, il n'y avait pas de remplaçant. Donc quand tu vois leur profondeur de banc, c'est pas ça. Donc je pense que quand une équipe comme Paris Saint-Germain avait une profondeur de banc, ils pouvaient aligner deux équipes de 11 joueurs, de 11 joueurs qui seront toujours compétitifs, quel que soit si c'est une équipe A ou une équipe B. Donc je pense que chaque club aussi doit s'adapter à cette comment on dit, à cette soif de compétition que l'UEFA, la FIFA chaque saison essaie de créer quelque chose juste pour gagner de l'argent, juste pour augmenter la cote de l'argent, tout ça là. Donc je pense, moi j'ai été joueur, je sais ce que c'est jouer chaque 3 jours, c'est pas facile. 2 entraînements par jour. 2 entraînements par jour. Donc, il faut beaucoup de repos, l'alimentation, contrôler tout. Donc, je pense que je suis un peu du côté de cette organisation. Mais naturellement, parce qu'il parle de santé des joueurs. Oui, la santé des joueurs. On a vu ce qui s'est passé on a vu le cas de Marc-Vivien Foé, tout l'accumulation des matchs a fait qu'on n'arrive pas à déceler rapidement certaines choses pour certains joueurs. On voit les crises cardiaques sur les terrains. Certains finissent par se doper aussi pour pouvoir... Oui, bon, aujourd'hui, je pense que la cellule d'antidopage contrôle tout ça. Là, il y a des médicaments qui sont autorisés quand même, mais pas certains. Parce que quand tu prends des médicaments illicites qui ne t'est pas autorisé par ton staff médical, rapidement, tu peux succomber. Oui, donc, je pense que c'est une guerre qu'ils sont en train de faire pour le bien des joueurs. Mais, comme Daniel l'a dit, ces joueurs sont incroyablement riches aujourd'hui. Les joueurs qui sont payés à 15 millions d'euros, à 10 millions d'euros par saison, que pourront-nous faire? Et puis, je vais juste rajouter pour dire que nous on n'attaque pas le business de qui que ce soit. On sait que c'est le business de certains et d'autres, mais nous parlons juste ici en tant qu'humains. C'est vrai, ce sont des professionnels, mais ils ont des familles aussi. Moi, c'est surtout l'aspect familial qui m'importe. C'est pas l'aspect de leur santé. Je pense que ce sont des professionnels, ils savent quoi manger, ils savent comment se reposer, mais avoir du temps avec leurs proches, leur épouse, leurs enfants. Alors, un robot qui travaille 24 heures sur 24, c'est plus un peu... Vous rejoignez forcément cette requête de la FIFPro qui demande au moins 4 semaines de vacances en été pour les joueurs. C'est très important. Et qu'il y ait plus de protection autour de jeunes joueurs, c'est-à-dire des footballeurs mineurs. Alors, on arrive au terme de cette émission. Un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous, Daniel. Un plaisir. Merci encore pour l'invitation. Permettez-moi d'utiliser votre plateau pour souhaiter un heureux anniversaire à ma soeur, mon aînée. Je l'appelle effectivement Yapik Pik. Et je veux lui dire merci pour ses encouragements. Elle suit notre émission. Donc,
Voilà. Alors là, c'est une. Et je lui fais de gros bisous. Ouais, okay. Alors, heureux anniversaire. Je ne sais pas si on est venu, c'est parce qu'on est venu ensemble ou pas. Moi, j'avais en idée aussi de souhaiter un chaleureux anniversaire à une dame qui a fêté son anniversaire hier, Dania Bangna. Okay. Donc, joyeux anniversaire à toi. Je passe par ce plateau. Un immense plaisir toujours de partager ce plateau avec Monsieur Helmut. Et merci à la réalisation qui font un bon travail. Oui, effectivement. Et donc, joyeux anniversaire à vous, nos chers téléspectateurs et chères téléspectatrices également que nous n'avons pas cités. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages à travers des commentaires sur cette émission sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que la Coupe du Monde des clubs est assurée du 14 juin au 13 juillet 2025 sur les chaînes Neosport. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci encore à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez dans cette émission. Bonne suite de le programme sur Unia d'Info.